Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Archives. Alors cette émission, Le Coin des Archives, est une nouvelle émission que je suis tout à fait heureux de pouvoir vous présenter. En faisant un peu de ménage chez moi, j'ai retrouvé dans un coin quelques cartons d'archives audio, alors sur différents supports, cassettes audio, mini-disques, etc. Et en redécouvrant ces archives, j'ai fait un petit peu le tri, je les ai regardées, et je me suis aperçu qu'il y avait dedans des choses inestimables. Alors ce sont des archives qui remontent à la création des éditions Mérian, donc ça commence en 1999, et pendant toute cette période, j'ai assisté à des conférences, à des causeries, à des stages, à des formations diverses et variées de tout un tas de personnes qui ne sont malheureusement plus forcément en activité maintenant. Certains sont même décédés. Et tout ce trésor qui dort dans un coin, j'ai décidé de vous l'offrir et de vous le faire partager. Je trouvais un petit peu triste, même dommage, que certaines de ces archives, certains de ces enregistrements soient perdus pour tout le monde, car il y en a qui sont inestimables. Le fait de les partager, c'est continuer à leur donner vie. Donc je suis heureux de vous annoncer cette nouvelle rubrique, donc le coin des archives, qui paraîtra le plus régulièrement possible, certainement le jeudi, puisque le lundi sont réservés aux vidéos que je fais en direct. Là, c'est un montage audio sur lequel je mets des images pour en faire une vidéo qu'on puisse voir sur YouTube, mais en fin de compte, ça s'écoute. Donc l'image n'a pas d'importance. Alors, comme ce sont des archives, de vieilles archives, la qualité n'est pas toujours extraordinaire. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup de prendre le temps de les écouter. Et j'espère que vous avez autant de plaisir à les écouter que moi j'ai eu de plaisir à les retrouver. Bonne écoute, merci. Et là, il se trouve qu'on est au mois de décembre justement et que les arbres t'ont parlé à la suite peut-être de... Les arbres, je vais en parler aujourd'hui. C'est un jour spécial, c'est la Saint-Nicolas. Et je parlerai aussi de Saint-Nicolas, parce qu'il est souvent représenté avec une branche de bouleau. Et c'est pour une raison bien précise. Alors je vais d'abord me présenter. Donc je m'appelle Marie-Emilia Vanier. Et puis tout le monde peut m'appeler Emilia, bien sûr, parce que c'est plus simple. Et j'ai 54 ans. Pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai 20 ans, 30 ans de yoga derrière moi et j'ai été obligée de prendre aussi des cours un peu plus médicalisés parce que les médecins m'envoyaient de plus en plus de personnes. Donc j'ai aussi un diplôme de bioénergéticien, voilà. Et puis de fil en aiguille, je suis venue aussi dans le monde des guérisseurs. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et après, j'ai découvert le monde des arbres. Et ça s'est passé comme ça, en fait, d'une façon tout à fait étonnante. Je devais faire une conférence, en fait, sur les pierres. Je voulais faire une conférence sur les pierres parce que j'aime beaucoup les minéraux, les cristaux. Et la date de la conférence arrivait et il ne sortait rien. Je n'avais rien composé, la page était blanche. Et j'étais très inquiète, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à faire quoi que ce soit sur les pierres alors que c'est mon domaine de prédilection? Et c'est là que j'ai entendu l'arbre guérisseur. Alors quand on dit j'ai entendu, bon, je ne sais pas si parmi vous il y a des entendants ou des voyants, mais en fait, bon, on entend clairement. Et moi j'ai entendu l'arbre guérisseur. Et là j'ai été tout de suite saisie parce que, accompagnant ces mots, il y avait un sentiment, il y a 5 ans de ça, j'avais le sentiment qu'il y avait une urgence, qu'il y avait un impératif à parler pour eux. Et je me suis dit, mais les arbres, à part avoir la main verte, et je le dis toujours, je ne connaissais pas, quoi. J'avais jamais
je m'étais jamais penchée sur le monde végétal. J'étais vraiment attirée par ce monde minéral. Et j'ai senti dans ces réflexions que j'avais dans mon esprit que les pierres me disaient aussi qu'elles se mettaient en retrait. Alors c'était très étonnant pour que je parle pour les arbres. Alors j'ai dit, ben oui, mais par où je vais commencer? Là j'ai entendu la Genèse. Alors je suis allée chercher ma Bible et puis voilà comment l'histoire a commencé. Et puis en fait, ça a été une très belle histoire parce que à partir du moment où j'ai accepté de parler pour les arbres, eh bien ils ont pris les choses en main, si je puis dire. Et ils ont guidé, ils continuent à guider, c'est une histoire merveilleuse, pleine de lumière. Lorsque je me souviens, je la raconte cette anecdote, j'étais devant mon bol de déjeuner du matin et je disais aux arbres, le livre venait de sortir, si vous voulez vraiment que votre message puisse paraître et puisse être connu et puisse être entendu, lu, il faut que vous me fassiez connaître un journaliste. Moi, je ne connais absolument personne. Donc, il faut que quelqu'un ou quelque chose vienne vers moi. Et à 10h30, il y avait une lettre de France Inter dans la boîte de Morzadek qui désirait donc le livre et l'inscrire à la revue de presse. Donc, ça a démarré comme ça. Et puis ensuite, donc, ça a été Marc Menant à Europe 1, d'une façon tout à fait étonnante aussi. Et une autre affaire étonnante, c'est que quelques jours avant de passer à l'émission, j'ai rencontré quelqu'un, mais il n'y a pas de hasard, qui m'a dit, moi je suis druide, toi c'est les arbres, mais tu sais que les arbres, moi en tant que druide, ça me parle aussi. Alors il m'a dit, ben moi la semaine prochaine je vais voir Merlin, mon copain, à Brocéliande. J'avais une petite pierre, bien sûr, dans ma poche et je lui ai donné. Je lui ai dit surtout, tu n'oublies pas, tu la donnes à Merlin pour moi. Parce que le jour où je vais aller à France Inter, moi, j'y suis jamais allée, à Europe 1, pardon, ça va certainement être difficile pour moi. Il m'a dit, je te promets, je vais te mettre ta petite pierre. Et puis, en fait, quand je suis arrivée à Europe 1, il y a 3 studios. Il y a le Lagardère, il y a le Coluche et il y a le Merlin. J'étais là, Merlin. Donc, message reçu, petite pierre reçue. Voilà comment ça a démarré. Et puis bon, il y a plein d'autres choses, mais enfin bon, on pourrait en parler pendant une soirée. On va peut-être fermer les yeux et puis essayer de se relier à un arbre que l'on aime bien ou à un endroit dans la forêt. C'est pas grave, même s'il y a du bruit dans la rue. Il y a des arbres également dans la rue. Je suis dans l'air que tu respires. Je suis dans l'eau que tu bois. Je suis dans le fruit qui te nourrit. Je suis dans le bruit de ta vie. Je suis l'arbre. Et on va commencer tout de suite par l'historique, puisqu'ils m'ont demandé de commencer à la Genèse, et je vais vous lire ce très beau passage de la Genèse. Jour premier, la lumière. Jour deuxième, le ciel et les eaux. Jour troisième, la terre, les arbres. Jour quatrième, les étoiles qui apparaissent, donc la notion de jour et de nuit. Jour cinquième, les poissons, les volatiles, les rampants des eaux de la terre, les crocodiles en particulier. Et les bêtes de la terre, le jour sixième, l'homme et les reptiles, les serpents. Vous voyez, ce texte est très beau. Et la notion de jour, bien sûr, indique une notion de temps. Et on s'aperçoit que les arbres sont venus le troisième temps, préparant en quelque sorte la venue de l'homme, son nid, puisque lui, il est venu dans le sixième temps et en dernier. Et tout de suite, on va s'apercevoir qu'il y a un parallèle qui est fait entre l'arbre et l'homme. Et ce parallèle, c'est très drôle, je vais le faire tout de suite, mais il existe encore de nos jours. Et il nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. On a des expressions populaires qui nous disent être frêle comme un roseau, ou être bien charpenté, retrouver ou perdre ses racines. On dit bien tu bourgeonnes, la sève monte, c'est le printemps. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, ou de quel bois je suis fait. Avoir une tête de bois, être muet comme une souche, être dur de la feuille, être branché. Alors ça nous suit jusqu'à maintenant. Les jeunes disent je suis branché, ou alors je me suis planté.
C'est très drôle, et on en parle même pour l'ordinateur. Je me suis dit, il s'est planté. Et pour voir la valeur d'un homme, on dit souvent, on voit l'arbre à ses fruits. Toucher du bois. Toucher du bois. On verra tout à l'heure, oui, cette signification extraordinaire de la notion de toucher du bois, qui en fait consiste, bon on le redira, mais qui consiste à demander aide et protection à l'esprit de l'arbre. Et ça, c'est très important de pouvoir garder cette notion. On ne touchera plus du bois maintenant autrement qu'en demandant aide et protection à l'esprit de l'arbre. Donc, dès le commencement, on voit que l'arbre et l'homme sont intimement liés. On lui fait comprendre, au moyen de l'arbre, ce qu'il est en principe, et ce qu'est la création autour de lui. Et en fait, on s'aperçoit que ce schéma qu'on lui montre, eh bien, en fait, toutes les espèces, elles sont bâties pareil. Elles naissent, elles vivent, elles meurent, elles souffrent, tout comme nous. Et on lui montre, au travers de l'arbre, l'organisation de la vie. Alors on lui dit qu'il y a les arbres qui sont bons pour la vue et le bien à manger. Donc ça, c'est bien entendu pour le corps. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est le domaine plus émotionnel. On verra comment tout cela figure dans ce fruit. Alors, bien sûr, il y en a qui disent oui, c'est le figuier, il y en a qui disent que c'est le figuier. Mais c'est pareil, c'est le principe est le même. Hein. La nourriture pour le corps physique. On verra tout à l'heure, là, donc, pour les deux, trois autres plans. Et puis l'arbre de vie, donc la vie spirituelle. Hein. Alors bien sûr, on aurait pu croire que cet arbre, il avait des vertus hallucinogènes ou divinatoires. Pas du tout, pas du tout. C'est un simple pommier ou un simple figuier selon la tradition, selon ce que disent les uns ou les autres. Hein. Donc on s'est servi de cette pomme. La pomme fruit. Donc pour substanter le corps et puis pour lui faire comprendre également dans son corps émotionnel qu'elle renferme un symbole. Voilà, quand on c'est peut-être pas très visible, mais c'est la vulve. C'est la vulve féminine. Hein. C'est la reproduction, la pérennité de l'espèce. Le bien et le mal sont dans cette dimension. Et puis il y a cette autre dimension qu'on lui montre, qui est sa dimension spirituelle, qui se trouve à l'intérieur de l'être, l'arbre de vie. Et quand on coupe la pomme, dans le sens horizontal, cette fois-ci, je ne sais pas si on le verra bien, mais en principe, il apparaît une étoile à cette branche. Donc, il faudra regarder parce que elles y sont, oui, elles y sont, mais on ne les voit pas très bien. Hein, mais oui, tout dépend. J'ai quelquefois massacré des kilos de pommes, on trouvait vraiment... Mais j'ai fait des photos, la prochaine fois je vous amènerai des photos de pommes bien, où ça se voit très très bien. Mais si vous coupez une figue, vous avez le même symbole de cette vulve, et si vous la coupez également dans le sens horizontal, vous avez cette étoile, cette magnificence au travers du fruit qui se révèle. Peut-être plus visible, oui. Oui, on voit mieux l'étoile. Elle a passé mieux. Oui. Alors, je ne sais pas, celle-ci. Vous savez, on a actuellement des fruits qui mutent, hein, parce qu'en principe, cette étoile... Oui. Je sais que je trouve dans des fruits qui mutent au niveau de l'essence originelle. C'est très, très curieux. Bonsoir. Donc, on lui montre, dans ce fruit unique, eh bien, le schéma de la vie autour de lui, la nourriture pour le corps, le monde émotionnel et le monde spirituel. Ils sont les fondements de sa réalité. Et ce sont les fondements également du fonctionnement de la loi universelle. On peut dire, gageons que cette vision très suggestive de la vulve féminine pour Adam fut qu'il en usa et en abusa. Mais en fait, il a dissocié les principes. Hein. Il a dissocié les principes. Je pense qu'il a oublié le principe spirituel. C'est-à-dire, quand je parle du principe, c'est la sacralisation de tout acte dans la vie et de l'acte le plus beau, celui de l'amour. En fait, il a oublié Dieu dans l'acte le plus beau, celui de l'amour. Hein. Il s'est coupé de ce principe. On doit aimer dans tout acte et respecter la vie. Je vais en profiter j'ai trouvé une très belle citation. Elle est d'Albert Einstein qui disait « Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait sur Terre une multitude de vies ? Il n'y a qu'une vie.
qui, végétale, animale ou humaine, naît, rit, pleure, jouit, souffre et meurt. Une seule. Et c'est déjà bien assez merveilleux ainsi. Albert Einstein. On va parler de l'arbre en tant qu'antenne cosmotellurique. Et là, quelle va être auprès de l'homme, auprès de nous, sa fonction, auprès de notre environnement, disons. L'arbre appartient aux trois mondes. On retrouve encore ce trois. Il y a ses racines qui appartiennent au monde souterrain. Merci. Ces racines, elles plongent dans le secret de la terre où elles puisent d'énormes forces, de forces telluriques. Mais c'est aussi le royaume de l'obscurité. Ça nous fait comprendre que c'est peut-être l'obscur en nous. Et puis, il a son tronc. C'est le monde de la surface, du milieu. C'est le royaume de l'alternance entre l'obscurité et la lumière, le jour et la nuit. Et c'est notre face visible, c'est notre révélé. Et puis, il y a sa cime. Cette cime qui vit nuit et jour largement déployée et ouverte sur le cosmos, c'est le monde du ciel, c'est le royaume des êtres ailés, les oiseaux, et c'est l'aspiration du divin en nous, le domaine de l'esprit. Et c'est pourquoi on dit que l'arbre est équilibrant, parce qu'il est parfaitement, relié à tous ces éléments. Il est un réceptacle. Excusez-moi. C'est pas grave. Il a donc toutes ces forces telluriques qu'il accumule, qu'il a accumulées. Il a ces forces cosmiques qui sont là également. Et il a cette merveilleuse circulation de ses énergies par le biais de sa sève, qui circule constamment entre le monde souterrain et le monde du ciel. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, quand on va être dans l'environnement d'un arbre, eh bien, tout de suite, il va y avoir, vous savez, comme une résonance, comme lorsque vous passez un violon dans un endroit d'une pièce, il y a un autre violon dans l'autre coin, les cordes vont réagir. Si vous tapez sur la touche d'un piano et qu'il y en a un autre dans la pièce à côté, mais que la vibration est suffisante, vous aurez la même correspondance. Donc, on est étroitement lié à notre environnement et les arbres auprès de nous, ils ont cette valeur équilibrante, cette valeur nettoyante, équilibrante de l'environnement. L'arbre a deux polarités, il faut le savoir, il est comme nous, il a une énergie négative et positive. Et puis, il y a dans ces espèces des mâles et des femelles également. Je vais faire une petite parenthèse également qui est très intéressante, les piliers d'église. Les piliers d'église, ils ont la même fonction. Lorsque vous rentrez dans une église, en fait, vous rentrez sous une voûte. Et cette voûte, elle symbolise, en fait, ils ont repris la première voûte qui était la voûte de la forêt qui a accueilli l'homme. Et ils ont reproduit ces arbres avec ces piliers. Et vous verrez que souvent, il y a au sommet des piliers, au sommet des colonnes, des motifs fleuris, des feuilles, des feuillus, des fruits même. Ce sont en général des essences qui sont dans l'environnement, dans la région. Et si on est attentif, si vous avez la patience d'aller inspecter les piliers, eh bien vous verrez un indice qui vous dira ce que la plante est censée soigner. Mais vous pouvez également, c'est certain, vous mettre le long d'un pilier. Il a la même fonction, il plonge lui aussi ses racines dans la terre et il est en résonance avec le ciel. Et donc lui aussi équilibre parfaitement. Si on fait un parcours dans une église, on devrait ressortir quand même particulièrement amélioré au niveau de l'équilibre vibratoire. Et puis vous avez, là encore, qui est signifié, vous avez l'autel et deux piliers de chaque côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie qui est l'autel, par où descend justement au centre l'esprit qui descend dans la matière. Je vais faire encore une parenthèse ici parce qu'elle est importante, c'est l'origine un petit peu du non-respect pour tout ce qui vit et toute la nature en général et que l'on constate actuellement, même s'il y a un réveil, je disais les choses ne sont pas gagnées, malgré la tempête, il y a beaucoup d'intérêts concernant le bois et il y a de riches propriétaires qui ont des hectares et des hectares de bois qui ont pris la décision de les faire couper pour ne pas subir une autre tempête et que ces bois soient... Oui, c'est catastrophique. Donc j'espère que l'ONF verra ça et
Mais disons que c'est pas gagné, quoi, parce que ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont investi. Donc, il y a encore du travail à faire. Il faut replanter de toute façon. Replanter. Donc, en ce qui concerne ce non-respect des choses qui nous entourent et qui étaient sacrées, comme les sources, comme les arbres, parce qu'on allait les voir et on leur parlait, elles avaient un nom, elles existaient bien avant nos courants philosophiques et religieux. Et si vous voulez, ces sources et ces arbres étaient vénérés parce qu'ils étaient reconnus comme guérisseurs. Donc, on venait dans ces lieux, on les honorait, on faisait des petits autels. Et puis, petit à petit, bien sûr, les courants religieux ont voulu récupérer. Et là où il y avait ces petits autels tout à fait, simples, de remerciements pour les cadeaux qui étaient faits des arbres aux hommes, et bien, maintenant, il y a des chapelles, et puis ils ont tous été dédiés à des saints. Hein. Et pourtant, je crois que je le dis dans le livre, oui, la Vierge apparaît le plus souvent dans des endroits naturels. Et là encore, et je crois qu'il y a un signe, elle n'apparaît pas, elle apparaît rarement dans les lieux de culte reconnus. Elle choisira une montagne, elle choisira une grotte, elle choisira un arbre, elle choisira une colline, mais elle signifie quand même une source. Elle signifie que l'on doit impérativement honorer, respecter, aimer la nature. C'est le don du Créateur. On ne peut pas se couper du Créateur, on ne peut pas se couper de la nature sans se couper du Créateur. Il y a une citation en Orient qui dit, là je le dis aussi, si la terre te résiste, le ciel ne t'acceptera pas. Et je crois que c'est vrai, tout est lié. Si on n'arrive pas sur terre à aimer, à concilier toutes choses, eh bien, en fait, on ne pourra pas réussir les grands idéaux que l'on peut avoir de réalisation. On va parler maintenant, enfin vous voulez peut-être dire quelque chose? Non? À ce sujet, il y a des questions? Non? Je continue? On va parler de l'importance de l'arbre dans toutes les traditions, parce qu'on va voir en faisant ce petit tour du monde que sur la planète, sur toute la planète en fait, l'arbre a été honoré, respecté, vénéré. Je vous montrerai tout à l'heure des photos d'arbres à souhait, d'arbres tout à fait étonnants, en particulier en Inde, mais on en a aussi chez nous, il faut les retrouver, hein, des arbres guérisseurs, des sources guérisseuses. Outre le fait, oui, que l'arbre soit équilibrant, il faut savoir aussi qu'il est magnétiseur. Il peut donner de la force, il peut donner, oui, de la santé. Hein. Il a beaucoup de pouvoir. On va le voir tout à l'heure parce qu'on va les passer en revue. Hein. Donc il faut considérer qu'on vit actuellement une véritable révolution planétaire. Il n'y a pas 50 ans, on en était encore au balbutiement des matières plastiques et le bois était vraiment l'élément mais omniprésent auprès de nous. C'était l'élément principal pour la vie. 50 à 70 millions d'années, ce sont les pins qui apparaissent. Vous avez l'espace primitif vierge qui remonte au néolithique, 7000 ans environ. Et les arbres couvraient 80% à peu près du pays, de la surface du pays. Les populations, bien sûr, elles vivaient simplement la chasse, la cueillette, l'élevage, un petit peu d'agriculture, mais très peu. Hein. Tout change environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Et on commence à constater les marques sérieuses de déforestation qui sont dues à l'homme. Hein. Et Charlemagne, donc, dans les années 800, qui sont la première menace sérieuse, hein, il demandera officiellement que soient préservées les 89 espèces de plantes et d'arbres de notre sol. Ils sont toujours préservés? On replante, mais c'est certain qu'il y a des espèces qui ont disparu, mais d'autres qui ont été importées. Donc, et c'est très curieux parce que ce qui s'est passé en 99 montre que ce sont souvent les arbres qui ont été importés, les arbres exotiques qui sont partis. Hein. Ici, c'était surtout du chêne. Hein. C'était surtout du chêne. Et ça, c'était très important d'avoir des forêts de chêne parce que là où il y a du chêne, les arbres fruitiers n'ont pas de maladie.
Le chêne a un pouvoir environnant bactéricide aussi, ça c'est très important. Donc on a fait un petit peu des bêtises en voulant apporter des essences exotiques. Bon, elles sont belles, elles sont à vénérer aussi, mais je veux dire, elles ont du mal et puis elles n'ont pas résisté là. Les pins, il y a des. C'est-à-dire qu'on n'avait pas autant de pins avant. Hein, les pins, l'érable, il y a plein d'arbres qui sont. Il y a comment ça s'appelle du Liban là, le cèdre, etc. Enfin, donc il y a eu les peuples. Hein, il n'y a pas le cèdre. Il y a beaucoup de cèdres qui sont partis avec la tempête aussi. C'est mieux au Liban. Ils sont sûrement plus heureux d'ailleurs, c'est vrai. Donc on va voir un petit peu notre tradition celtique et germanique, les Celtes qui ont envahi notre continent 500 ans environ avant Jésus-Christ. C'est pour vous situer un petit peu le décor. Donc ce monde celtique il s'étendait de la Gaule, la France, à l'Écosse, en passant par l'Irlande. Alors imaginez-vous le pays couvert de forêts denses qui étaient souvent impénétrables et l'omniprésence et l'importance des arbres pour ces hommes qui y vivaient. Les anciens vivaient en harmonie avec cette nature. Ils la respectaient, considéraient que la forêt, elle était sacrée et bénéfique pour la santé. Elle était habitée aussi, selon eux, par des esprits bienfaisants. Alors les esprits bienfaisants, je pense que là aussi, ils souffrent terriblement. Bon, ce qu'ils avaient, c'était une sensibilité vraiment très, très, très exercée, très, très aiguisée, que nous n'avons plus, que peu ont conservé. Ils étaient vraiment très sensibles à ce que les arbres leur apportaient. Ils communiquaient avec eux, on le verra après. Bon, c'est sûr, ces arbres, ils servaient d'outils, ils étaient utilisés, le bois pour le feu, etc. Mais c'était dans la reconnaissance que l'on avait pour les dons qu'ils faisaient. L'arbre était reconnu, les sources étaient reconnues, toutes choses étaient reconnues. On craignait d'ailleurs, on craignait l'esprit de l'arbre. On le verra plus tard, qu'on ne remettait pas en question le jugement d'un arbre. La justice était soumise à l'approbation de l'arbre aussi. C'était très important. Puis il y avait ce qu'on appelle des rites d'échange, et ça c'était magnifique. Quelquefois, vous voyez, on trouve dans les champs des pièces. Bon. On en trouve une, on en trouve deux. En général, on n'en trouve jamais qu'une. C'est très rare. Les pièces anciennes que l'on trouve, il y en a souvent dans l'environnement. Cherchez, vous en trouverez d'autres. En fait, c'était pas parce que le paysan il partait faire son champ avec des sous dans sa poche, sûrement pas. Mais il y avait des rites. Et par exemple, au solstice d'été, eh bien, on allait couper, par exemple, des épis de blé que l'on emmenait dans la maison. Et que l'on faisait bénir éventuellement, 7 bien sûr. Et puis, ces épis, on les gardait toute l'année. Ils étaient censés prendre tous les tracas, tous les soucis que l'on pouvait avoir. Et l'année suivante, on les brûlait au feu de la Saint-Jean. Et on reprenait, bien sûr, on redemandait à la terre-mère de reprendre des épis. Mais on donnait quelque chose en échange. Et on lançait des pièces en cadeau. Donc, quand on trouve une pièce ancienne, en principe, il y en a d'autres, parce qu'ils lançaient ça en remerciement à la terre-mère. Donc, vous voyez, il y avait cette espèce d'échange. On donnait à la terre des choses, on ne prenait pas, on ne faisait pas que prendre. Ça faisait partie des choses naturelles. La notion de demeure. Alors ça, c'est extraordinaire aussi parce que l'arbre, il a gardé on a tous gardé cette connotation, cette notion d'abri, cette notion de nid, cette notion de protection de l'arbre. Et donc, je pense que toutes nos belles légendes que l'on aime tant, de Tarzan, de Robin des Bois, eh bien, en fait, c'est cette réminiscence de vouloir être protégé par les arbres et de se sentir bien dans la forêt. Et puis il y a eu le feu, donc cette grande aventure du feu, qui a été une étape très très importante. Bon, bien sûr, elle était destinée en premier à chasser les ténèbres, à se protéger, à apporter la chaleur, à cuire les aliments. Mais ça a été pour l'homme un grand choc psychologique, parce que en fait l'arbre révélait l'arbre contenait le feu. Et donc, c'était quelque chose qui leur était caché, mais que l'arbre avait révélé. Et ça a été un déclic
je pense, pour que les hommes puissent progresser dans la recherche du non révélé, pour trouver ce que la nature leur cachait. Et ça a été comme le feu a été déclaré sacré, bien sûr, il a été même protégé, hautement protégé par ce qu'ils avaient de plus précieux. Il leur donnait des jeunes femmes, des vierges, pour protéger ce feu qui était sacré. Et ça aurait été très grave si elles l'avaient laissé s'éteindre parce qu'elles étaient mises à mort. L'importance du feu était telle que l'on comptait aussi les gens dans les villages au moyen du feu. On disait il y a tant d'âmes dans ce village, au feu des cheminées. C'était très important le feu. Le feu, c'était le lieu où se réunissait tout le monde le soir à la veillée. C'était le point de rassemblement et c'était le foyer vivant de la maison. C'était quelque chose comme cette bougie que j'ai mise parce que le feu, c'est très très important. C'est quelque chose qui dissipe vraiment beaucoup de choses en nous. On devrait toujours avoir quelque part une petite bougie allumée, c'est vraiment super. Et puis cette femme qui était dévouée pour le feu, c'était la femme au foyer, la petite Cendrillon. C'était très important quand une femme ou un homme quittait la maison, on disait il ou elle a quitté le foyer. C'était le foyer, le foyer, le foyer. Ça, c'était l'élément vraiment rassembleur de la famille. Puis quand on avait besoin de bois, là encore, il y avait du respect. Je pense qu'on ramassait d'abord le bois mort. Moi, je me souviens, parce que j'ai 54 ans, je me souviens qu'on allait chercher du bois mort. Puis s'il fallait qu'on aille couper, on n'était jamais à l'aise d'aller couper du bois parce qu'on savait qu'on n'aimait pas. Et on brûlait les coupes de printemps ou d'automne, on brûlait les sarments de vigne, et puis si vraiment il en fallait encore, bien sûr, on allait en couper, mais on n'était jamais à l'aise d'aller le faire. Le dicton touchons du bois, donc ça on en a parlé, demander protection et aide à l'esprit de l'arbre. Et il faut savoir que dans toute l'Europe et même partout, je m'en suis aperçue, lorsqu'on érigeait un nouveau village, il y avait, on en verra un, là j'en ai fait une photo, un arbre commémorateur, l'arbre de la commune. Alors c'était en général un tilleul, mais ça pouvait être un marronnier ou autre, je ne sais pas quel arbre ils choisissaient, mais en fait il y avait toujours cet arbre protecteur de la commune. Et il y avait aussi, lorsqu'il y avait des jeunes mariés, l'arbre protecteur de la famille. Et il y avait une coutume dans le sud-ouest de la France, et qui paraît-il est encore en usage, le matin des noces, lorsque la mariée revient de la mairie, on ne rentre pas à la maison, surtout pas. Ça a été préparé d'avance, on va chercher, on va couper, on sacrifie un arbre. Alors je ne sais pas si c'est fait actuellement comme c'était fait dans l'esprit ou c'était fait avant. Et cet arbre que l'on coupe, en fait, on va mettre la mariée dessus. Et on va ramener la mariée devant le seuil de sa maison sur cet arbre. Parce que l'arbre, il a un pouvoir fécondant. Moi, j'ai vu en Inde, on ne le voit plus ici, bien sûr, mais j'ai vu en Inde des femmes se frotter le ventre contre les arbres quand elles veulent un enfant. Il est censé avoir un pouvoir très fécondant. Donc cette coutume du sud-ouest de la France, elle persiste encore. On ramène la mariée sur l'arbre. Il y a un grand trou qui a été fait, ils ont préparé ça à la veille de la noce. Ils ont fait un grand trou et on va planter cet arbre totem en quelque sorte dans ce trou et on va mettre une bouteille de bon vin au pied de cet arbre qui est planté. On va tout refermer et la bouteille, on ira la chercher et on l'ouvrira à la naissance du premier enfant. Et ces coquins ont trouvé une autre chose, c'est-à-dire que comme en haut il y a un peu de feuillus, on s'arrange en général pour mettre une autre bouteille de vin et on donne une carabine à la mariée et au marié et on voit celui qui va la descendre et c'est celui-là qui portera la culotte dans le foyer. Si. Mais on n'oublie pas non plus, ça je crois que beaucoup de gens le font, de planter un arbre lorsque l'on épouse quelqu'un, lorsqu'on se marie et quand naît un enfant également, de lui planter son arbre. C'est une coutume qui est très très bien et qu'il faut faire.
On était très attentifs d'ailleurs à l'état de ces arbres. C'est pour vous dire si il y avait une corrélation dans l'esprit, et c'est encore comme ça, je le sais, entre l'arbre et la personne. Si l'arbre avait été blessé par la tempête ou quelque chose comme ça, on disait « Ah, il va se passer quelque chose pour le petit, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et on m'a raconté, la dernière conférence que j'ai fait à Rouen, là, un témoignage d'une personne qui avait confié à sa famille une plante, une plante d'appartement. Et donc, j'ai compris que c'était une famille d'Afrique du Nord. Et lui, il était en France. Et il a été très malade et il a été hospitalisé. Et il a revu sa famille, son frère est venu et il lui a dit « T'as pas été malade, il n'y a pas eu quelque chose ?» Et ben, il lui a dit « Si, j'ai été opéré. » Il a dit « Écoute, nous on l'a vu tout de suite parce qu'ils ont encore cette sensibilité. On l'a vu tout de suite, ta plante faisait la tête, et on a failli la perdre. » Donc, vous voyez, c'est quand même très, très extraordinaire parce que les plantes, elles réagissent vraiment. Et donc, si on a son arbre qui a une blessure, eh bien, écoutez, il faut aller le penser parce que c'est soi-même que l'on pense, hein, bien sûr, c'est soi-même que l'on soigne. De même, si on disait, quand on voyait un verger plein de fruits, on disait, ouh là 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 là, cette année, il y a vraiment beaucoup de fruits, est-ce que le papé, il va passer là? Et souvent, les vergers qui sont entretenus comme ça par des personnes très âgées, eh bien, quand ils sentent que la personne va partir, ils lui font vraiment un dernier cadeau, ils débordent de fruits, et bon, bah, c'est un signe aussi, hein, la nature nous parle. Je vous dirai tout à l'heure comment la nature a parlé pour un gouverneur en Inde. Ça lui a sauvé la vie. Les lotus sacrés du temple ont parlé pour lui, heureusement. Vous voyez qu'il y a des pays quand même où vraiment on garde encore cette culture. Et donc, eh bien, il y avait toujours, bien sûr, une personne qui était plus proche des choses de la nature dans chaque village, et c'est elle qui allait donner des offrandes à la forêt pour la remercier des dons. Et donc, il y avait ces petits autels qui étaient tout à fait simples. On y mettait des fleurs, on y amenait des fruits, on y amenait ce qu'on voulait d'ailleurs. Et puis, eh bien, c'était pour remercier. Mais bien sûr, tout ça a été récupéré, et maintenant, ce sont des petites cabanes à Saint-Joseph-du-Chêne, Notre-Dame-du-Pin, etc., Sainte-Geneviève-des-Bois. Enfin bon, tous les saints sont venus un petit peu remplacer tous ces hôtels dits paganiques, entre guillemets. Alors, on va parler de l'Asie, qui, elle, reste encore très, très soudée à la tradition au niveau des arbres. En Mongolie, on plantait à l'intérieur des yourtes, ça c'était, et je crois que c'est encore actuellement, on plantait un bouleau, et puis là aussi, il y avait le haut du toit, les feuilles qui sortaient, et ils font, paraît-il, des petites encoches, là je ne l'ai pas vu, mais ils font des petites encoches pour permettre aux esprits bienfaisants de descendre dans le centre de la yourte. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis en Chine et au Japon, ça on l'a vu, les arbres alors là-bas sont très 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 vénérés. Ils sont partout, tous les exercices de Tai Chi Chuan, tout est fait auprès des arbres le matin. Vous voyez les gens qui laissent le vélo, qui laissent l'attaché-caisse et qui sont là, qui font dans les parcs, au bord de... Enfin, il faut qu'il y ait un arbre. Et les arbres sont vraiment omniprésents. Quelquefois, on les trouve même au centre des sanctuaires. Ils construisent le sanctuaire autour de l'arbre, mais on ne touche pas les arbres. Il y a vraiment des arbres magnifiques là-bas. Et puis en Inde, donc c'est pareil. Là, vous savez que le Bouddha, il a trouvé son illumination. Il s'est retiré sous un arbre, et que c'est sous un arbre qu'il a trouvé son illumination. Et quand les sages voulaient aller méditer, ils allaient bien sûr se retirer dans la forêt. Alors en Inde, il y a vraiment de magnifiques arbres à souhait. Je vous ai amené des photos, on les regardera tout à l'heure, j'ai fait circuler. Et donc c'est en 48, donc c'est pas si loin que ça de nous, qu'un gouverneur français donc, a été sauvé par les lotus, je vous disais, sacrés d'un temple. Ils ont parlé pour la libération du prisonnier. Les fleurs, les arbres et les plantes peuvent vous prévenir également par l'odeur. S'il y a un danger, par exemple, eh bien, ils vont décupler l'arôme. Alors, si vous sentez qu'une fleur a un parfum anormal, dites-vous qu'elle vous prévient de quelque chose. C'est sa façon à elle. Par contre, si elle baisse du nez, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas.
Il y a vraiment quelque chose qui ne lui plaît pas. Il faut être un petit peu attentif. Mais là, les bonzes qui soignent avec des soins de mandarin, si je puis dire, ces lotus sacrés, ils ont tout de suite vu qu'il ne fallait pas condamner cet homme. Et ils se sont aperçus en fait que, parce que bon, ils entendent, hein, ils se sont aperçus que le souvenir que les lotus avaient, eh bien, remontait en fait à 2 siècles, et que les Français étaient très aimés, qu'ils avaient laissé un bon souvenir et qu'il ne fallait pas massacrer ce gouverneur. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ben, on va passer à l'Océanie, donc, où là aussi, ben, on habite volontiers dans des maisons sur pilotis, on vit dans les arbres volontiers. Puis les aborigènes d'Australie qui, eux, alors, ont trouvé un moyen extraordinaire de mobile, mais par arbre interposé. Et eux, quand ils ont un message à faire passer, eh bien, ils s'adressent à un arbre et ils lui disent, il faut que tu envoies ce message. Et le message est transmis à des kilomètres plus loin pour donner des nouvelles. Et ça, alors, des scientifiques se sont penchés là-dessus, ils ont fait des essais et ça marche. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, ceux qui sont à 300 km reçoivent le message, le restituent. Et c'est ça, donc c'est vraiment extraordinaire. Mais je vous encourage à tester ce genre de choses, à tester la possibilité des arbres qui sont autour de nous, parce qu'ils vont vous révéler des choses, ils vont vous faire des clins d'œil, ils sont très très espiègles. Alors vous allez découvrir un règne très espiègle qui a envie de communiquer et ils vont vous faire des clins d'œil extraordinaires. Et puis l'Afrique, eh bien l'Afrique a son arbre sacré également, c'est le baobab, hein, c'est le refuge des ancêtres, mais on n'y met pas que les ancêtres, on y met aussi des hommes ou des femmes qui ont été déclarés sages. Hein, et donc, eh bien, leurs ossements sont mis à l'intérieur du baobab, et ces baobabs, ils sont très très vénérés. Il y en a auprès, il y en a sur le centre de la place du village, mais il y en a autour du village. Tous les instruments de musique sont faits dans les arbres qui sont autour et à proximité de la communauté, hein, parce qu'ils ont la mémoire justement des ancêtres. Si on veut rendre la justice, on va sous le baobab, parce que les ancêtres, ils entendent, et s'il y a un problème chez l'un ou chez l'autre, il faut que ce soit réglé, que les ancêtres soient contents. Donc, il y a une communication qui est naturelle en fait, qui est naturelle. Ils ne comprennent pas que nous, on puisse toucher à leur baobab, quoi. C'est quelque chose, c'est comme si on abattait leur grand-mère, quoi. C'est terrible. En Amérique, eh bien là, c'est le territoire de l'Indien, hein, qui lui aussi est très proche et très relié à la nature et à ses frères. Hein. L'Indien a une extraordinaire sensibilité. Il communique lui aussi avec les arbres. L'homme médecine, s'il a besoin d'aller chercher une médecine justement, eh bien, il va être à l'écoute. Il va demander à la plante. Parce qu'on doit toujours demander, hein, on ne doit pas se servir, on doit demander. Il va demander à la plante si eh bien, elle accepte de donner son principe de vie pour soigner la personne. Et si l'Indien, l'homme médecine, n'a pas de ressenti, ne sent pas une communication affective avec la plante, eh bien, il va lui dire merci et il va aller prier vers une autre. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait et tout est bien, puisqu'il y en aura certainement une qui acceptera de donner sa vie pour venir en aide. Et puis il n'est pas rare non plus de voir ces personnes rester des heures entières face à un arbre pour converser avec lui. Et ils savent en plus que l'arbre va leur décupler leur faculté de perception. Et donc, ils restent dans leur proximité pour avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations. Ça va? Oui. On va parler de la conscience de l'arbre. Ça, c'est important. C'est la partie la plus importante peut-être. Hein, parce que l'arbre, en fait, il a une conscience, il réagit. On a vu que, bon, tout comme les animaux, hein, ils étaient habités de conscience, qui vivaient, qui souffraient, qui mouraient, tout comme nous. Et puis on a même, enfin, heureusement à notre époque, des moyens qui nous permettent scientifiquement de le démontrer. Les scientifiques s'aperçoivent maintenant qu'en fait, ces plantes, elles ne sont pas aussi inertes qu'on le pensait.
et qu'elles peuvent tout à fait réagir. Hein. Alors on a la caméra bien sûr qui nous a montré avec l'effet Kirlian que l'effet Kirlian, donc c'est ce rayonnement autour de toute chose, ce rayonnement d'énergie, hein, cette aura, et qui a permis de montrer, qui leur a donné le premier choc en fait, hein, parce que bon, tout le monde connaît ce test maintenant de la cigarette hein, ou des ciseaux. Ils ont demandé à une personne de venir et ils avaient mis des électrodes sur la plante. Et ils ont demandé donc à cette personne de brûler la plante et ils ont tout de suite vu que la plante s'est rétractée, elle a retiré son principe immédiatement de la branche qui était comment dire, atteinte. Et donc là, ils ont eu un premier sursaut en disant mais elle réagit, elle a un système nerveux. Et donc ils ont continué les expériences avec des ciseaux, je vous en passe, et de meilleurs. Et ils ont été plus loin, ils se sont aperçus qu'une semaine après, si la personne rentrait dans la pièce, tout de suite elle faisait pas. Elle avait peur de la personne qui était rentrée et elle avait gardé en mémoire donc que cette personne pouvait la faire souffrir. Donc là, ils ont eu vraiment un deuxième choc en s'apercevant qu'en fait, eh bien, on entrait là encore dans un monde qui vivait, qui réagissait et ça nous a fait, je pense, beaucoup de bien de pouvoir prendre conscience de ça. Parce qu'en fait, on s'est installé un petit peu dans ce jardin qu'on nous avait confié comme en pays conquis et en maître de tout. Et en fait, sans s'apercevoir qu'en fait, la vie, ce qu'elle a envie, c'est de vivre. Que ce soit une plante, que ce soit un animal, il a envie de vivre et il a lui aussi une conscience. L'arbre entend. Alors vous allez pouvoir expérimenter ça alors tout de suite. Si vous avez un arbre qui ne donne pas de fruits, ou vous avez une plante qui ne donne pas de fleurs, vous faites un petit jeu de rôle avec une amie, ou avec la famille, ou avec maman, ou avec... Et vous allez aller auprès de cet arbre, moi je l'ai fait plein de fois, et ça surprend toujours, et vous allez dire à votre ami, écoute, vraiment il est beau ce poirier, mais moi c'est plus possible, ça fait des années qu'il est planté, il ne donne rien, moi si ça continue je vais m'en séparer. Alors l'ami bien sûr qui est dans le coup, elle va dire, écoute non, tu peux peut-être attendre et lui donner un petit sursis. J'attendrai un an, mais pas plus. Hein. Moi, je peux te le dire. Vous pouvez être sûr que l'année d'après, il va vous donner des fruits, les fruits et les fleurs que vous attendiez. Et ça, vous pouvez le tester. J'ai testé sur des poiriers, justement. J'ai testé sur une glycine. J'ai testé... et pas sur des plantes à moi, hein, de glycine, oui. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est un déluge de fleurs. Il n'y a pas de problème, elles ont compris. Mais ça, c'est très, très curieux. C'est très curieux. Alors ça, vous pouvez le tester tout de suite et puis vous me direz, ça me fera plaisir. Mais il paraît que ça marche aussi avec les poules qui ne donnent pas d'œufs. Ah oui, si vous les menacez de la casserole, vous pouvez être sûr que le lendemain, vous aurez un œuf. Il paraît, hein, moi je ne sais pas, je n'ai pas testé l'histoire de la poule, mais il paraît que ça marche. Les arbres communiquent. Là encore, ça c'est grâce aux scientifiques qu'on a pu le voir, hein, même si les gens qui sont hypersensibles le savaient, et bien maintenant avec les progrès que l'on a fait dans la possibilité d'analyser les tanins qu'ils secrètent, eh bien on s'est aperçu que les premiers touchés dans une région préviennent les autres. Hein. On a eu des articles dans Sciences et Vie là-dessus. Ils préviennent les autres et les arbres se mettent tous à sécréter des tanins très forts pour se protéger d'une maladie ou de pucerons. Donc si vous avez sur vos balcons, dans vos balconnières, des plantes qui collent, qui sont pleines de trucs collants, de tanins, c'est parce qu'il y a du puceron dans l'air, donc elles ont dégagé beaucoup de substances toxiques. Et il y a Jean-Marie Pelt qui racontait l'histoire des lapins dans les grandes forêts du Nord, en Sibérie, avec les bouleaux. Alors les bouleaux, ils sont tout à fait heureux de vivre là-bas, mais il y a des lapins. Et les lapins, quand ils sont trop nombreux, ils grignotent, et toutes les jeunes pousses de bouleaux. Donc les bouleaux, ils mettent le coup et ils génèrent un tanin très toxique qui fait crever les lapins. Et quand c'est régulé, quand il n'y a plus de lapins, eh bien les repousse normalement et il n'y a plus de tanin toxique. Donc vous voyez, il y a quand même une espèce d'équilibre dans la nature qui est tout à fait drôle. Et les arbres peuvent vraiment bien réagir à ce niveau-là. Mais
ils peuvent aussi communiquer avec le règne animal. Alors là aussi, c'est un test que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous avez des jardins ou si vous arrivez d'aller tailler des rosiers ou de désherber des endroits. Eh bien, il n'est pas rare que vous soyez embêté par quelque chose qui tourne autour de vous, une mouche, un bourdon, une gare, enfin quelque chose qui tourne et qui ne veut pas que vous soyez là. Eh bien, vous verrez, là, le végétal, il a appelé à la rescousse, un animal en lui disant, écoute, chasse-la, parce qu'elle va nous tailler, elle va nous... Voilà, donc ça, vous verrez aussi, si vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que vous avez dit, ah, il y a des mouches en ce moment, mais non, mais vous verrez, elle tourne autour de vous et elle veut que vous alliez ailleurs. Et puis, il sait se faire comprendre aussi. Par exemple, moi, j'ai pu le tester. Si vous arrosez le jardin ou si vous arrosez des plantes dans l'appartement et si vous en avez oublié une ou si dans un bout du jardin, vous avez oublié une plante qui a besoin d'eau, eh bien, elle va vous appeler. Et alors, elle va vous donner un sentiment de « Ouh, j'ai pas fini, mon travail n'est pas fini » ou eh bien, elle va vous donner un sentiment de culpabilité. Alors, si vous sentez ce sentiment de culpabilité, cherchez, mais s'il y en a une qui n'a pas eu à boire, et ça, c'est sûr qu'elle vous appelle. Et puis, on va parler aussi de ces petits arbres merveilleux, mais que l'on meurtrit, mais ils ont la notion d'amour. L'arbre, il a la notion de sacrifice et d'amour. Et là, je pense au bonsaï que l'on taille. Et pour exalter, ils acceptent de souffrir pour exalter le plus beau dans nous par la forme et l'harmonie que l'on cherche à obtenir au travers de ces petits arbres que l'on taille. Et ça, c'est merveilleux parce qu'ils sont toujours sur le fil du rasoir entre la vie et la mort. Un bonsaï, c'est très fragile, mais ça accepte de souffrir. Et ils ont besoin de beaucoup d'amour. On pourrait parler de l'arbre et la solitude. Alors l'arbre, il est comme les chevaux. Moi, ça me fait toujours mal quand je vois un cheval qui est tout seul, qu'il n'y a personne qui lui parle. C'est vrai, il faut lui donner un mouton ou quelque chose, on le dit toujours. Mais un arbre, c'est pareil. Les arbres n'aiment pas la solitude, et en particulier dans les appartements. Dans la nature, c'est différent parce que les arbres ils ont toujours quelque chose à côté d'eux, des oiseaux, des petits lapins, je sais pas, ou d'autres arbres. Mais dans les appartements, quand ils sont tout seuls, eh bien là, ils peuvent mourir très très rapidement. Et ils n'aiment pas la solitude. Moi, j'avais un ficus, je raconte souvent, qui était devenu envahissant, il était magnifique, mais moi je lui ai dit un jour, c'est pas possible, je vais le mettre dans la pièce à côté parce qu'on n'arrivait plus à passer. Donc je l'ai déplacé, il était très bien arrosé, il avait bon ensoleillement, il n'y avait pas de problème. Et au bout de quelques jours, j'ai vu qu'il commençait à faire la tête et puis il commençait à perdre des feuilles. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il lui prend? Et puis je me suis aperçue qu'en fait, il ne se plaisait pas. Il voulait être avec nous. Alors donc là, je lui ai dit, je vais être obligée de te tailler parce que tu prends toute la place. Mais je l'ai taillé et puis ça s'est très bien passé. Il faut les prévenir. Ils entendent. Donc si on a à tailler dans le jardin, il faut y aller quelques jours avant et leur dire, écoutez, on va aborder la taille nécessaire, on va vous alléger, mais vous serez guidés. Vous serez guidés même quand on ne sait pas tailler, vous serez guidés. Vous verrez que telle et telle branche, elle sera à rapetisser, vous serez guidés. Un petit détail, tu parles tout haut ou tout bas? Tu parles tout haut comme tu veux à l'intérieur. Pour reparler, comme on veut. Moi, ils nous reçoivent très bien télépathiquement. Mais moi, j'aime bien aussi parler tout haut, parce que d'abord, ça m'oblige à faire une conversion dans mon esprit rationnel d'humain et à vraiment les considérer comme des entités normales. Donc, j'hésite pas à leur parler. J'hésite quand il y a beaucoup de monde écoute moi et qui pourrait se dire qu'est-ce qui lui arrive, mais sinon... Si tu te promènes toute seule en forêt, tu parles aux arbres, ça va, tu fais ça au parc Monceau oui. à 4h d'après-midi. Mais tu sais, ça m'arrive quand même dans Paris, je vais à la Défense, il y en a quelques-uns sur le parvis tous les matins, moi je leur dis un petit bonjour, je leur parle, je dis par exemple ce soir c'est chez Patricia, il faut que je sois bien, vous m'aider. Moi, ils entendent et ils répondent. Et non seulement ça, mais ce qui est étonnant, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont au-delà et ils ont un pied dans l'autre monde. Ils ont un pied dans le devenir. Ils savent le futur. Donc, ils peuvent anticiper sur des choses. Je l'ai vu avec France Inter et Morzadek. Moi,
J'aurais jamais pensé, même avant, poser cette question à l'arbre devant mon café au lait le matin. Et c'était là. Donc, ça avait été anticipé. Et j'ai eu plein de révélations comme ça. Ils ont accès, on peut paraît-il, hein, je ne l'ai pas essayé, on peut les solliciter pour la divination. Mais, je dis bien mais, un arbre, il va vraiment donner tout son jus pour ça. Il va boire je ne sais plus combien de litres d'eau, mais c'est faramineux. Il va consommer je ne sais plus combien d'énergie, mais en principe, ils ont fait des essais pour ça. En principe, minéraux, etc., qu'il leur faut, ils vont être complètement vidés. Et moi, je n'ai jamais testé l'arbre pour ça. Ce qui vient, c'est bien, mais j'aime pas violenter comme ça la nature. Mais on voit très bien ils anticipent et ils préparent déjà des situations futures que l'on ignore. Et ce n'est pas quelque chose que l'on a forcément dans notre tête. Par exemple, il peut y avoir un accident de la route, mais l'arbre, il va déjà quelques jours avant donner des signes. Bon, si on n'y fait pas attention, on ne le verra pas. Mais lui, il sait qu'il peut y avoir un problème et il va essayer d'avertir. Donc, ils n'aiment pas vivre seuls. Il faut essayer, quand vous avez des plantes, de leur jeter même un petit regard en leur disant « je t'ai vu, ça va ». Elles aiment bien cette communication, qu'on leur parle en leur parlant ou qu'on leur envoie un petit regard affectueux. Je pense que ça pose aucun problème. L'essentiel, c'est qu'elles ne se sentent pas abandonnées dans un coin et complètement inutiles. On dit que les personnes qui parlent aux plantes, qui leur disent qu'elles sont belles, elles ont des plantes vraiment superbes. Et je crois que c'est le principe de Findorm. Je ne suis jamais allée à Findorm, mais il paraît que la culture des légumes, etc., est phénoménale, parce que justement c'est une culture qui est faite dans ce sens, en parlant aux plantes, en les aimant, en leur donnant de la musique. Elles aiment la musique, elles adorent la musique. Et donc ils obtiennent des tomates qui sont comme ça, des trucs gigantesques, enfin des choses absolument gigantesques. Enfin, j'y suis allée moi à Findorm, Oui. tout ce qu'ils font, c'est que, parce que souvent nous on arrose les plantes, Oui. on se dit, oh tiens, elle a soif. Et en fait, apparemment, eux, ils arrosent les plantes quand la plante demande. Ils ont effectivement, Un ressenti, certainement. Ils ont des plants, moi j'ai vu des plants de petits pois, ils avaient fait des petits pois, nous on a des petits pois comme ça, c'était des trucs. Ah oui, il paraît qu'ils ont des trucs monstrueux. Et au départ, c'est une terre, Findorm, c'est du sable. Ouais. C'est un truc où on ne peut rien faire pousser. Et là, vraiment, Ça, c'est enfin, la génial. personne qui a fait ça, là, qui a dit, c'est quelqu'un qui est complètement entendante aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais je pense que c'est à la portée de tout le monde si on a un peu de cœur et que l'on considère déjà qu'un arbre, c'est plus une planche, mais c'est quelque chose qui vit et qui va pouvoir nous communiquer quelque chose. Là, en plus, ils adorent. Et actuellement, je pense qu'on est en train de vivre un retour. Il y a eu une grande interruption sur la Terre avec les minéraux. Cette interruption, elle s'est produite quand il y a eu le grand crash de l'Atlantide. On a dit qu'ils avaient vraiment fait clasher plein de choses, déséquilibrer plein de choses, et que des continents entiers avaient bougé. Et les minéraux sont restés en sommeil. Pendant des millénaires, on n'a plus entendu parler des pierres, plus personne ne pouvait soigner avec les pierres. Le règne du minéral était devenu caché. Et puis les pierres ressortent maintenant. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir maintenant les réutiliser. Eh bien, je pense que là, actuellement, est en train d'émerger, pareil, le monde des arbres, qui a été caché et meurtri pendant pas mal de siècles, et que maintenant, il est temps. Je ne sais pas pourquoi. Les choses, eux, le savent. Les choses doivent être ainsi, et on doit retrouver vis-à-vis de tout ce qui nous entoure cette espèce d'élan premier de respect, d'amour. Et la tempête de 99, c'était Oui. ça, un signal C'est ce que moi, quand j'ai reçu ce sentiment d'impératif et d'urgence à parler pour eux, je ne savais pas pourquoi. Moi, j'ai pensé à la forêt amazonienne. Je me suis dit, il doit y avoir péril, il doit être en train de tout scier là-bas ou de tout brûler, parce que j'ai dit, je me dis, c'est tellement fort. Et puis après, j'ai compris que chez nous, il y avait aussi des périls qui allaient venir. Et donc, voilà quoi.
On peut parler un petit peu du travail du bois. Les menuisiers sont des gens qui ont conservé quand même l'amour du travail bien fait et surtout qui respectent le bois, qui prennent toujours la veine dans le bon sens. Ils savent qu'un bois qui est violenté ne va jamais rien donner de bon, ni un bon meuble, ni un bon outil, donc on respecte la veine du bois. Ça vient de là, il a de la veine. Peut-être. Et donc, s'il faut couper des arbres pour les charpentes ou autres, il faut le faire en lune descendante et puis dans les mois d'hiver, quand la sève donc est partie dans la terre. Donc, l'arbre pourra repartir par rejeton et voilà. L'essentiel, c'est d'avoir cette espèce de respect. Ils ont cette notion de sacrifice pour nous, ils sont prêts à beaucoup donner, mais dès l'instant où on va avoir cette espèce de respect pour la nature, je crois que la nature va le rendre d'une façon mais extraordinaire. Je crois qu'il ne faut pas être en opposition, quoi. Il faut vraiment être dans l'amour de cette nature. Voilà, on peut aussi acquérir une canne, une belle canne. Alors là aussi, si vous voulez une canne, il faut aller demander à la forêt de vous mettre sur votre chemin cette canne dont vous rêvez. Vous la verrez dans un arbre, dans une forme de branche qui va vous inspirer. Et là encore, demandez respectueusement à l'arbre de la prélever. Il n'y aura aucun problème, mais ça va être important parce que au lieu d'avoir un bois mort, l'arbre va vous donner une force. Et d'ailleurs, c'est valable également pour la baguette de sourcier. On ne peut pas couper n'importe comment. Et si vous voulez avoir la force, il faut demander à l'arbre et il faut que l'arbre vous donne, si vous voulez, ce qu'il vous faut pour que cette baguette soit opérante. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. N'oubliez pas de cautériser après. Remerciez bien sûr, mais de cautériser. Vous avez la salive. La salive, c'est très très bien. Vous pouvez cautériser la branche qui aura été coupée. Alors on peut aider bien sûr les arbres, avant de parler de l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Donc il faut éviter, si on les plante, bien sûr les courants telluriques, les failles, les sources, les courants d'eau. Si on les plante sur des endroits comme ça, ils vont être malheureux. Alors pour savoir, c'est difficile, ça c'est les géobiologues qui font ça, mais vous voyez s'il y a une haie qui a une faiblesse quelque part, ou si vous avez un mur qui se fend, ou si vous avez des arbres qui se penchent, qui veulent s'éloigner d'une source, ne les mettez pas sur ces zones qui sont perturbées parce qu'ils vont souffrir, quoi. Eux aussi, ils vont se pencher, ils vont vouloir absolument s'éloigner de ce qui les perturbe. On peut faire pour les renforcer, pour leur donner de la force, un grand cercle de pierre autour. Mais alors faites comme un collier. Pour nous les dames, on sait très bien que si le collier, les perles sont trop serrées, on a un sentiment d'étranglement. Donc c'est pour ça qu'on faisait des petits nœuds entre les perles, pour ne pas avoir ce sentiment d'étouffement. Eh bien, on fait pareil. Si vous faites un cercle de pierre autour de l'arbre, essayez que les pierres soient quand même espacées. Il faut lui laisser circuler ses énergies, qu'il ne soit pas cantonné. Bien sûr, les arbres des villes, eux, le sont, mais disons, si vous voulez que votre arbre il devienne beau, grand, fort et heureux, eh bien, il faut essayer de le respecter aussi. Donc dans ce cercle de pierre, il va reprendre des forces, il va être protégé, et puis vous pourrez même y venir, vous serez vous aussi protégé, vous pourrez plus facilement entrer en contact avec lui. On peut transférer, on va parler du transfert de la maladie dans le minéral, dans une pierre. Si vous avez un arbre qui a une maladie, vous pouvez très bien mettre une pierre, demander à l'esprit du minéral de prendre cette maladie et vous la laissez sur la branche, cette pierre, vous la laissez à son pied, et puis ensuite vous pourrez la mettre dans une rivière et vous demanderez à l'esprit de l'eau de nettoyer les miasmes indésirables. On peut faire également pareil pour nous. On peut aussi le dynamiser avec de l'eau dynamisée, les magnétiseurs savent tout ça, on peut le magnétiser aussi, enfin bon, il y a plein de... Puis il y a également énormément de magnifiques produits maintenant qui sont naturels, qui peuvent vraiment leur venir en aide. Parce qu'un arbre qui est venu sur un terrain, qui est venu naturellement sur un terrain, il a ce qu'il lui faut, il est armé pour, mais si c'est une implantation de nous-mêmes, eh bien quelquefois on fait des bêtises et on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il ait le sol qu'il lui faut, le climat qu'il lui faut, l'ensoleillement qu'il lui faut, l'environnement qu'il lui faut. Donc
c'est beaucoup plus difficile. Il faut être plus attentif quand on fait ce genre de choses. Et puis, bien sûr, on peut prier aussi pour les arbres. La prière, elle peut être utilisée pour les humains, pour les animaux, pour les arbres aussi. Il n'y a pas de problème. Chacun peut trouver la prière qu'il veut. Mais dans chaque religion, il y a une prière pour les végétaux, donc on peut les prendre aussi. Alors, est-ce qu'il y a... On peut faire une petite pause? Vous voulez poser des questions ou je continue? Ouais, je voudrais dire un truc. Oui. Pour la façon, quand on ne sait pas exactement où on veut planter, que ce soit un arbre ou une plante, on peut lui demander directement. Moi, je sais que j'ai essayé ça. Oui. On lui demande simplement de nous répondre par oui ou par non. Alors, après, c'est chacun son truc, Bien sûr, oui. avec un pendule ou alors en écriture automatique. Ouais, Et c'est le même principe pour les plantes qui ont soif ou pas, on leur demande. Et, oui, bien sûr. Ça répond, bien sûr. ça répond très bien. En fait, ça répond très très bien. Et en fait, je pense que c'est à la portée de tout le monde parce que c'est un truc simple, donc on demande oui ou non et ça marche. Puis bon, c'est quelque chose que l'on ressent aussi. Chacun a son degré de perception et son propre protocole, je dirais. Mais en fait, il nous simplifie la vie parce que si vraiment, on ne sent rien, on n'entend rien, on ne voit rien, eh bien, ils vont trouver le moyen quand même, par le biais simplement de vos yeux qui va se poser sur quelque chose, ça va répondre, quoi. Je veux dire, ils ont aussi cette faculté de vous répondre. Ils vont utiliser un support, n'importe lequel, mais ils vont répondre. Donc, on peut établir un contact privilégié avec un arbre, avoir son arbre à soi. Et puis trouver son arbre, c'est important. C'est un petit peu comme trouver un tableau, c'est trouver son chef-d'œuvre, c'est le coup de foudre que l'on peut avoir pour lui. Et il faut essayer donc qu'il soit quand même bien droit, qu'il n'ait pas de malformation. Ça indique souvent, justement, les arbres qui ont des malformations, c'est qu'ils ont dans le sous-sol des choses qui les dérangent, qui les perturbent, sont quelquefois des maladies. Quelquefois un arbre, quand vous voyez des arbres avec des grosses excroissances, c'est quelquefois un arbre qui se sacrifie pour les autres. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les maladies de l'environnement. Alors vous en avez, ils sont perclus, on dirait, je ne sais pas si c'est des rhumatismes, mais c'est épouvantable. Et donc ils servent un petit peu comment dire, ce sont eux qui prennent. Et il faut essayer donc votre arbre qu'il soit, si vous voulez vous recharger auprès de lui, que son tronc soit au moins 2 à 3 fois votre taille. On ne va pas demander à se recharger auprès d'un roseau, par exemple. C'est pas possible. Mais il faut ce qu'il faut. Il faut des arbres forts, bien costauds. Si vous vous approchez de lui, essayez, ça aussi c'est respectueux, de venir du sud. L'arbre, il va préférer, parce qu'il se barre de tout ce qui vient du nord, le froid, l'absence de lumière, donc venez du sud. C'est toujours mieux pour communiquer avec lui. Et puis, offrez-lui un cadeau. Les arbres, ils adorent ça. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure que l'on pouvait envoyer des cadeaux à la terre quand on lui prenait quelque chose. Eh bien, les arbres, ils adorent ça. Faites comme si vous alliez voir un ami, vous amenez un petit truc. Et alors là, il va adorer. Quel genre de cadeaux? Écoutez, ils adorent les pièces de monnaie. Ils adorent les pièces de monnaie et les petites pierres. Mais vous savez qu'en Inde, on leur offre des pierres précieuses. Il y a un arbre guérisseur. Il y a un arbre guérisseur en Inde qui était, paraît-il, moi je ne l'ai pas vu, mais qui est, paraît-il, très connu et très réputé. Et il a reçu des pierres précieuses. Et l'arbre, c'est très drôle parce que personne n'irait toucher. D'abord, on ne touche pas ce qui est donné à un arbre. Et l'arbre, petit à petit, enchâsse la pierre. Il l'enchasse. C'est extraordinaire. Donc, on lui offre quelque chose. Les Indiens en Amérique, ils offrent du tabac, pourquoi pas. Vous pouvez apporter ce que vous voulez. Et puis donc, eh bien, on doit toujours avoir vis-à-vis de lui ce respect et cet amour. Et puis lorsque vous reviendrez le voir, c'est très amusant, mais il va vous sentir à distance, bien entendu. Donc vous pouvez parler déjà à haute voix ou taper dans vos mains pour lui dire ça y est, j'arrive, c'est moi. Et moi j'ai vu des arbres, j'ai un guérisseur des côtés de l'ouest là qui nous a montré son arbre, son gros chêne.
Écoutez, quand j'ai vu cet arbre, c'était incroyable. Hein. Alors donc, ça a été extraordinaire. On est resté auprès de lui, on a parlé, tout ça. Et quand on est parti, je me suis retournée parce que je sentais qu'il fallait que je me retourne. Et il était là et j'ai eu en double vision comme un visage qui disait « vous partez déjà ». Et c'était terrible parce que ça m'est resté et je suis encore en communication avec lui parce qu'il était vraiment désolé qu'on s'en aille déjà. Il voulait qu'on reste et c'était clair. Et vous voyez, ça c'est ce genre de petite expérience extraordinaire. Et vous pouvez avoir sur vous un petit témoin de lui, une feuille, un gland ou quelque chose qui vous met en relation si vous avez du mal à ressentir. Mais en principe, on les ressent bien et ils savent bien eux-mêmes se faire ressentir. Hein. Si vous avez quelque chose à lui demander, visualisez vos demandes. Hein. C'est toujours plus facile. Visualisez ce que vous voulez lui demander. Expliquez-lui bien. Hein. Il n'y a pas de problème avec l'arbre. Hein. C'est la fidélité absolue. Ce sont des pures énergies de lumière. Ils sont d'une droiture extraordinaire. Donc vous n'avez rien à craindre. L'arbre que l'on sollicite pour la guérison va-t-il souffrir? J'aborde toujours ça avant de parler des méthodes de guérison avec les arbres. Mais écoutez, si on a cet amour pour l'arbre et ce respect, il ne souffrira pas. Hein, parce que l'arbre, lui, va s'attacher à nous délivrer du mal, de ce mal que l'on a, de ce déséquilibre que l'on a. Mais si bien sûr on n'a qu'une envie, c'est de lui refiler notre maladie ou nos miasmes ou notre cochonnerie en disant je me suis bien débarrassée, je suis bien contente, là c'est pas pareil et il risque d'y avoir un choc en retour, hein, parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des chocs en retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des arbres à clous, mais là il faut se méfier. Moi j'ai une expérience, je vous la dirai quand même parce que ça c'est pas des choses à faire. Et moi j'ai l'expérience de quelqu'un qui était auprès de moi, qui avait entendu parler de ces histoires d'arbres à clous. Ça consiste à faire toucher le mal par un clou et puis d'aller le planter dans l'arbre. Alors là, elles avaient fait ça pour s'amuser. Hein, et moi quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit c'est pas possible. Elles ont entendu dans leur tête comme un cri. Et pour ces personnes, elles étaient très inquiètes parce qu'une en particulier, ses affaires périclitaient et elle était vraiment très mal. Alors je n'ai plus eu de contact, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je crois que j'en parle dans le livre pour dire de faire très attention. On ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas faire souffrir comme ça la nature. Et il y a toujours un choc en retour. Pardon. En tant que vieille sorcière, Oui. par rapport au clou, Oui. on peut faire autrement. Oui. Des fois, s'il y avait des Oui, sorcières oui, dans oui, la oui, salle, oui, donc, bien sûr, oui. parce que dans le berry, Oui. dans le berry profond, Oui. on soigne les maux de dents avec les clous. Avec les clous, ça Donc, je ne savais on pas. touche. Alors, il faut Ouais. venir chez le guérisseur avec son clou, qu'il pose sur la dent, Oui. et ensuite il plante. Mais au lieu de planter dans l'arbre, il plante dans les boiseries de chez lui. Ah oui, Alors, c'est comme ça qu'on l'a d'accord. retrouvé donc chez un D'accord. guérisseur du berry. Oui, oui, Il n'y oui. avait pas un montant de fenêtre ou de porte ou de poutre qui n'était pas Ah, plantée. voilà. Oui, oui, oui. Ah, c'est Là, intéressant. C'est pas pareil. Ben, ça, c'est C'est ça ça veut. le guérisseur. Hein? Ça m'étonne que le Et guérisseur. il le plantait dans du bois. Dans le bois, mais chez lui. Chez le guérisseur. Oui, Oui. c'est quand même. Alors ça veut dire, et là on le verra aussi, que l'arbre, il est actif même quand il est coupé. Et ça c'est extraordinaire. N'oubliez pas les amulettes, n'oubliez pas les totems. Ce sont des arbres coupés, mais dans ces arbres, il y a encore... Il y a l'esprit de la chaleur. Ah oui, 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 oui. Ah oui, C'est ce oui. que j'allais vous dire quand on n'a pas de possibilité de vraiment se recharger. Par exemple, chez moi, j'ai des meubles qui sont faits par mon père, Ah, et tout ça. extraordinaire. Et je pense que finalement, là-dedans, on doit pouvoir se recharger. Bien sûr, énormément. bien sûr, bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait. C'est fou ce que... Mais les gens font des choses même inconsciemment. On a été dans une librairie l'autre jour, qui est à côté de l'Institut du monde arabe, c'est une librairie ésotérique, et les gens ont au milieu de la librairie une immense poutre, immense, hein, qui fait toute la longueur. Et un jour, ils nous ont raconté, puisque j'y suis venue pour faire une dédicace, ils nous ont raconté qu'ils ont vu une dame qui est rentrée là-dedans, et puis qui regardait les livres, mais qui restait. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle reste à faire là? Elle est peut-être malade, il y a peut-être quelque chose. Alors ils lui ont dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites là?
Alors, vous cherchez quelque chose. Et elle a dit, écoutez, je suis en train de me recueillir. Ah bon? Ben oui, parce que la poutre, mon mari a passé des heures sur et il était mort. Alors elle venait, c'était extraordinaire, mais c'est une poutre totem, quoi. Je veux dire, elle était là et elle venait voir cette poutre sur laquelle son mari avait passé des heures et des heures et des heures à la décaper, à la nettoyer, à la rendre belle, quoi. Bon, ça c'est super, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose. Ben, j'ai dit, écoutez, là, vous avez un totem, hein. C'est évident. C'est superbe, qui va les protéger. Donc, on va parler maintenant de l'accueil et de la transformation de la maladie par l'arbre. Hein. D'abord, il faut toujours demander l'autorisation pour l'aide. Toujours, pour l'aide dont nous avons besoin. Alors, il y a les grands arbres droits. Hein. Il y a les arbres creux ou séparés en deux. Ce sont des techniques un peu différentes. Il y a les arbres à clous. Il y a les arbres à pierre, il y a les arbres à souhait, et les arbres gravés, etc. Hein. Mais on va parler des arbres normaux et droits, sans malformation. Donc là, eh bien, on va aller exposer son mal, hein, et demander à l'arbre qu'il nous octroie la guérison. Hein. Mais si la personne qui est malade et qui est alitée ne peut pas se déplacer, on peut se poser aussi en position d'intermédiaire, c'est-à-dire que l'on prendra un linge de la personne ou quelque chose qui a touché le mal et on viendra confier cet objet à l'arbre en lui disant qu'on se place en tant qu'intermédiaire et en donnant le nom de la personne afin qu'il y ait, si vous voulez, un lien éthérique entre l'arbre et la personne. Hein. Donc l'arbre, il va recevoir donc cette maladie et il va aider la personne à rétablir l'équilibre des énergies. Alors là encore, hein, c'est tout simple, comment ça se produit. On a vu que dans l'environnement, l'arbre, il était opérant. Si en plus on lui soumet le long de son tronc, eh bien ça va être encore plus fort et c'est toujours par cette espèce de montée et descente de la sève qui va dissiper tous les miasmes, qui va nettoyer, qui va dissiper, dissoudre en fait les miasmes de la maladie. Et il se passera quelque chose. Et la maladie, c'est pas seulement une maladie biologique, ça peut être une maladie par exemple psychologique. Oui, alors là, il y a différentes techniques. On peut passer dans un arbre creux, hein, ou séparé en deux. Alors à ce moment-là, on passe dans les arbres séparés en deux ou les arbres c'est creux. On passe en rampant, comme on passait jadis sous les autels, hein, pour laisser le mal. Quand c'est psycho, c'est bien de faire ça. C'est souvent des trucs qui restent de la naissance ou des choses comme ça. Donc en passant, on fait comme une deuxième naissance. Hein. On passe dans le creux de l'arbre et on laisse le mal en passant. Il faut au moins 6 ou 7 fois à chaque fois, hein, quand même. Hein. Ouais, 6 ou 7 fois. Ouais. Mais on peut faire ça également avec un arbre séparé en deux. J'en ai des photos d'arbres séparés en deux. On passe et on laisse mentalement le mal en passant. On demande bien sûr l'autorisation à l'arbre. Il fait comme un peigne. Hein, il lisse et il retire. Ah oui, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Donc les arbres à clous, on a vu, ça consiste à mettre ce mal en contact avec la sève. Mais il y avait également une autre technique qui consistait à écarter légèrement l'écorce. Hein. On prenait un morceau de l'intérieur de l'écorce qui était en contact avec la sève. Alors là aussi, si on avait mal aux dents, on frottait bien, on remettait, on bouchait, un petit lien, et puis on demandait à l'arbre pareil, de nous enlever tout ça. Les arbres à pierre, le risque de transfert de la maladie peut s'effectuer par les pierres. Hein. On attache et on suspend ces pierres à l'arbre qui ont touché le mal également. Hein. Et la pierre représente la maladie que l'arbre donc doit accueillir et guérir. Hein. Moi, j'ai connu un guérisseur qui, lui, il utilisait tous les jours un objet qu'il mettait pour soigner, qu'il mettait tous les soirs au pied de son arbre. Donc, la nuit, l'objet se déchargeait et puis reprenait des bonnes forces. Et le matin, c'était opérant, quoi. Les arbres à souhait, comme leur nom l'indique, donc, sont des arbres à exaucer. Alors ça, je les adore, ceux-là, ils sont bien. Alors, on peut procéder de plusieurs façons. On peut inscrire sur un morceau de papier, sur un morceau de tissu. On en verra là. Hein. Il y a plein de photos, vous allez voir dans le tronc. Ça, c'est des arbres extraordinaires en Inde qui sont des arbres guérisseurs, sont des arbres à souhait. Alors, vous voyez,
C'est très étonnant, c'est pas le tronc qui est parfait qui est honoré, c'est celui qu'on peut plus, mais c'est celui-là qui est guérisseur, c'est le numéro 7, c'est pas le numéro 8. Le numéro 8, il faudra qu'il fasse ses preuves. Pour l'instant, vous voyez, c'est très curieux, c'est l'arbre qui n'en peut plus d'avoir accueilli tous les remerciements. C'est pas le plus beau, c'est celui qui est le plus abîmé. Il y en a qui croulent littéralement, hein, sous les linges. Donc, alors sachez que si vous allez en trouver en Normandie, si vous avez des arbres comme ça, hein, ne touchez jamais les linges. Hein. Ils portent la maladie. Donc, en général, on les brûle. Et c'est pour ça que malheureusement, ces arbres, souvent, ils sont brûlés aussi. Mais même sur les vieilles souches, c'est opérant, c'est extraordinaire. Et vous voyez, là, sur ces arbres, il ne reste presque plus rien, mais ils sont encore opérants et ils reçoivent des cadeaux. Donc, je vous les passerai. Hein. Là, ce sont des petits papiers qui ont été mis des petits souhaits qui ont été mis dans chaque petit truc, dans chaque petite rainure du tronc. Hein. Vous verrez, ça c'était avec Serge Bocher, on avait fait ça, c'était en Turquie, c'était à Éphèse. Hein. Alors donc ça, ce sont des arbres à souhait. Enfin, vous verrez, on va les passer tout à l'heure. C'est assez fabuleux. Alors les arbres gravés aussi, qui, eh bien, eux, prennent comment dire, je ne sais pas si les amoureux savent ce qu'ils font quand ils confient leur amour à un arbre, mais les arbres gravés, moi j'aime bien aussi, c'est assez extraordinaire. Bon, ça fait souffrir là parce qu'on attaque l'écorce, bien entendu, mais c'est beau, quoi, c'est beau. J'ai un bel arbre gravé là aussi, avec un cœur et des initiales. Bon, je ne connaissais pas les personnes, j'ai trouvé ça un jour sur ma route, j'ai pris ça en photo, j'ai dit c'est trop extraordinaire. Voilà, CC, un cœur, MJD, c'est magnifique. Voilà, les arbres gravés, on verra. Hein. Et je vous ferai voir également des arbres, on a fait des souhaits en nouant, en faisant des nœuds. Alors, c'est du merisier, je crois, et on fait des nœuds, et on fait un nœud avec la main gauche. Donc, il faut tenir la branche, hein, et nouer, faire le nœud et nouer de la main gauche, hein, pour que le vœu se réalise. Hein. Alors là, on a vu une forêt d'arbres qui étaient complètes. Toutes les branches basses avaient des nœuds. Toutes les branches basses avaient des nœuds. Il ne faut pas qu'elle casse. Il ne faut pas qu'elle casse non plus. Il ne faut pas complètement, ouais. Il ne faut pas que ça casse. Si ça casse, je vais poser ça là, on verra ça tout à l'heure, on les fera passer, vous verrez. Puis il y a même un petit esprit de la nature, vous verrez, qui est apparu sur une photo à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, comment on peut enlever le stress, s'harmoniser? Bon, bah, bien sûr, vous savez tous les techniques pour se recharger. On se met le dos contre un arbre, on met la main droite, c'est la main qui donne sur le plexus solaire. La main gauche, celle qui prend, on la met au niveau des reins, comme ça, et puis elle touche le tronc. Donc, la main qui donne va recharger le plexus, le réservoir des énergies vitales, et puis là, eh bien, on va prendre... C'est compliqué, moi je pense que d'être le dos contre un arbre, c'est très bien. Et si vous êtes épuisé, moi je dis, bah, vous pouvez même vous asseoir, ouais, carrément, parce que rester debout pendant 20 minutes, c'est épuisant, même si... Hein, ça marche aussi bien. Bien sûr. Moi j'ai connu quelqu'un qui était complètement épuisé, qui s'est allongé et qui a mis juste les pieds le long du chêne, ça a été super. Bah oui, ouais. Donc il faut éviter quand même, hein, le frêne, le noyer et le bouleau. Hein. Le frêne, bon, c'est un arbre très spirituel, donc on va le réserver plutôt pour la prière. Le noyer, bon, ben lui, il a d'autres propriétés, mais ses essences sont des essences assez fortes et donc on n'utilise pas le noyer pour se recharger. Le bouleau, lui, il sert avec sa sève, la sève de bouleau. Il faut préférer le chêne, l'orme, s'il en reste, le tilleul, le magnolia, hein, pour se recharger. Et le hêtre, non, il est fait pour se décharger. Allez dans une hêtraie, vous verrez, il n'y a rien qui pousse, hein, il tire tout à terre. Si vraiment vous avez besoin de vous décharger, de vous vider de choses, allez auprès d'un hêtre. Vous allez être calmé complètement, il va tout vous retirer, vous allez être vraiment très très bien. Vous pouvez rester c'est à peu près 20 minutes, hein, qu'il faut rester au milieu de ces arbres-là. Hein. Donc regardez bien, vous verrez, il n'y a rien qui pousse sous les hêtres. Hein. Ça tire à la terre, c'est terrible. Bon, il y a plein de techniques qui disent qu'il faut enlacer l'arbre, le sud, le nord, tout ça. Bon, moi je ne suis pas pour les choses trop compliquées. Oui. On a beaucoup de conifères. Oui. On n'a pas parlé.
Les conifères, j'en parle un petit peu dans le livre, moi je pense qu'ils ont un rôle qui est différent. Le conifère, il est fait de milliers de petites aiguilles. Et ces milliers de petites aiguilles, elles ont un rôle pour rétablir au niveau des énergies électromagnétiques. Vous savez, on est actuellement surpollué par toutes ces ondes et ça fait barrage. Alors c'est bien que vous en ayez quand même dans l'environnement parce qu'il va capter tout ça et puis il va empêcher que toutes ces ondes électromagnétiques, il y en ait trop dans l'environnement. Et puis il assainit aussi, bien entendu, considérablement l'air. C'est celui du cimetière. Oui, alors là, c'est la relation avec les ancêtres. Alors là, ça, c'est comme l'if, comme le... Voilà. Le cyprès, tout ça. Oui. Le cèdre moins, non. Alors, on avait... Il a quelque chose de particulier quand même, non? Oui, mais oui, il est magnifique. C'est un arbre absolument extraordinaire. Extraordinaire. J'adore le cèdre du Liban, c'est sûr. Et c'est un arbre gigantesque qui vient de très vite, très grand. Donc c'est très, très plaisant. Ah oui, il est magnifique. Mais c'est vrai qu'on aurait envie d'avoir toutes les espèces autour de soi. Elles sont tellement belles. Alors jadis, on avait notre curare, nous ici les Indiens l'ont dans la forêt amazonienne, c'était le suc de comment s'appelle, du fruit de l'if, et donc c'est un poison, il ne faut pas... J'ai une photo aussi qui est tout à fait extraordinaire de l'arbre de Buzancy. L'arbre de Buzancy, les gens avaient trouvé une autre technique, enfin c'est un magnétiseur c'était Mesmer qui avait trouvé ça, et il y avait des ficelles, chacun tenait une ficelle autour de l'arbre, c'est une photocopie, et on cherchait, alors oui, c'était compliqué, ils cherchaient à prendre le magnétisme de l'arbre avec des ficelles accrochées aux branches. Bon, moi je trouve qu'on fait mieux quand même maintenant, en allant directement lui toucher, mais enfin bon, c'était une technique, ça a été une technique en vogue à une époque. Voilà. Pour demander un conseil, eh bien, il ne faut pas hésiter, demandez un conseil. L'arbre, il va vous révéler d'une façon ou d'une autre la réponse. Si vous n'arrivez pas à bien saisir, eh bien, il va vous saisir en rêve. Et vous donnera la réponse en rêve. Conseil à n'importe quel arbre. Moi je dirais c'est à votre arbre, celui que vous aimez, c'est celui-là qui va être le plus à même de vous répondre. Parce que si vous n'avez pas de contact avec l'arbre en question, si vous passez dans la rue et vous demandez au marronnier un conseil, il ne vous connaît pas, ils sont timides les arbres, ils peuvent être timides. Et je crois qu'il faut... c'est l'arbre qui vous choisit, attention, c'est jamais nous qui choisissons l'arbre, c'est l'arbre qui nous choisit. Je dis dans le livre, l'arbre est un maître et peut-être celui que l'on attendait. Et c'est vrai que c'est lui qui nous choisit et c'est lui qui va nous diriger. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire, simplement ayez le désir d'avoir un contact avec un arbre, et là vous allez avoir il va se passer des choses, c'est certain, il va se passer des choses. Et si l'arbre a été déraciné aussi, qui n'existe plus? Là, il reste encore de la vie dedans, mais là... Non, il n'y a plus d'arbre, il a été, avec la tempête, oui, il a été déraciné. Il a disparu, ouais. Oui, mais il y a toujours l'esprit. Il y a toujours l'esprit de l'arbre, Il y a toujours l'esprit de l'arbre qui reste, c'est certain, mais bon, faut voir. Moi, je vois, j'ai été observée au bois de Vincennes, je ne suis pas loin, un petit peu ces arbres qui essaient encore de vivre et que l'on aurait peut-être pu tailler, remettre debout, mais ils ont encore des feuilles qui veulent sortir, qui veulent. C'est terrible. Ils ont encore de la vie, Ils ont encore de la vie. Mais c'est vrai que si on voit son arbre couché, c'est terrible. Moi, je peux vous le raconter, je crois que c'est dans le livre aussi, j'ai eu une expérience avec l'arbre d'un ami qui était son arbre ami. Et quand il y a eu cette tempête, j'ai ressenti le besoin, parce que je savais que l'ami en question était sur la Côte d'Azur et qu'il ne pouvait pas remonter, j'ai senti le besoin d'aller voir cet arbre. Le jour du premier de l'an, j'y suis allée avec Jean-Paul. Et on a eu un choc tous les deux, parce que l'arbre, il nous connaissait. Bien que ce ne soit pas notre arbre à nous, mais il nous attendait. Et là encore, on a eu un choc. Il avait rassemblé toutes ses forces
pour nous dire son désarroi. On sentait la terreur qu'il y avait. Il n'avait pas les yeux, mais il avait la terreur qui se dégageait et l'angoisse. Et on a été poser nos mains sur cet arbre et on lui a dit on va prévenir l'ami. On lui a dit on est là, il n'y a aucun problème. Et puis tu vas revenir dans un bel arbre encore plus fort. Et on est resté avec lui. Et on a emmené des morceaux de lui avec nous et je suis restée toute la nuit en contact avec cet arbre et il s'est passé des choses cette nuit-là. J'ai senti des choses vraiment dans mon corps qui se sont passées et quand le lendemain, vers 4 heures, je sentais que tout s'était apaisé. Le lendemain, quand on y est retourné, tout était apaisé, il était parti, c'était vraiment extraordinaire. Il y avait une situation qui était vraiment tenante, prégnante la veille de cet arbre qui était désespéré de partir on lui a dit on va prévenir l'ami et il viendra et bon, on a fait ce qu'il fallait quoi. Et donc vous voyez qu'un arbre ne part pas comme ça, c'est une conscience qui peut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'arbre il va aussi avoir un pouvoir en tant que médecine de l'esprit. Par sa présence, il a la possibilité d'enlever de tout ce qui nous pollue, les mauvaises pensées, les mauvaises influences. Et à la place, il va restituer une force qui va être tout à fait purifiée dans l'esprit. Il peut agir aussi par le biais de son odeur. Respirez l'arbre, n'hésitez pas parce que l'arbre, il va sécréter ce qu'il vous faut. Et donc, il va chasser tout ce qui sera mauvais. Et n'oubliez pas de lui donner de l'amour. Alors si vous avez amené un objet, quelque chose qui a touché la maladie, n'oubliez pas surtout d'aller enlever l'objet après, une fois que les choses vont bien. Les gens oublient d'aller chercher l'objet, mais c'est partout, ils le laissent des fois que la maladie reviendrait. Alors ils ne vont pas enlever l'objet, mais seulement ça ne laisse pas la place pour les autres. Et puis aller enlever l'objet, ça oblige à aller vers l'arbre et le remercier et lui dire que ça a marché. En fait, c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas et ça étouffe l'arbre et après on est obligé de brûler tous ces vêtements, toutes ces choses. Moi, j'ai vu des choses touchantes sur les arbres, comme ça, les arbres guérisseurs. Il y a des jouets d'enfants, il y a des couches de bébés, il y a des soutiens-gorge de femmes, il y a des choses. Ben oui, tout le monde y met son linge selon la souffrance qu'il. Moi, un jour, je me suis bigornée avec un prêtre qui là, il disait, mais regardez-moi ça, c'est pas possible. Mais je dis, vous n'avez pas le droit de juger. Qu'est-ce qui vous permet de juger? Mais enfin, c'est impensable. Ce sont des gens qui souffrent. Quel manque de générosité. Il m'a dit, oui, vous avez raison. J'ai dit, mais laissez ça, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Surtout dans les églises, dans le couvent, il y a une vierge en bois. Et vous savez, il y a plein de petits chaussons de bébé, etc. parce qu'on lui ouvre le ventre. Comme ça, il y a une trappe, donc on la touche, on lui ouvre le ventre. Et vous savez ce qu'elle a dans le ventre? Un bébé. Donc c'est une vierge de la fécondité. Et quand les mamans ont eu leur bébé, elles viennent déposer les petits chaussons, les rubans, enfin. Donc elle est complète. Non, l'église est souvent fermée. Non, c'est plus bas. L'église est souvent fermée maintenant. Je pas, peut-être que je m'arrête, Patricia. Ah, vas-y. J'y vais, je peux continuer encore un petit peu. Pendant que tu es debout. On pourrait les propriétés des arbres. On va aborder donc le frêne, lui, c'est l'arbre spirituel par excellence. Il a toujours été reconnu comme l'arbre spirituel. C'est le Saint-Jean des arbres. Le frêne. Le frêne, Donc, on va s'apercevoir que tous ces arbres qui vont nous apporter un soulagement, ils vont surtout agir sur notre plan physique. Ils vont agir sur le plan spirituel, émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Ils amollissent les cristallisations souvent. Le frêne, il est bon pour tout ce qui est rhumatisme, l'écorce, elle est fébrifuge. Et pour les feuilles, c'est bon pour la goutte, le rhumatisme, etc. Le chêne, alors là, le chêne, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais vous parler du chêne. C'est le magnétiseur de la forêt. C'est le dispensateur de force. Alors là, c'est le véritable truchement entre le ciel et la terre. Les druides qui connaissaient ses vertus n'hésitaient pas à porter des feuilles de chêne, qui étaient le symbole de la force, de la souveraineté.
il s'établissait un contact, si vous voulez, entre l'homme qui portait la couronne de chêne et les forces invisibles. Hein. Alors, c'est la façon de ceindre sa tête comme ça, eh bien, Napoléon, il l'a respecté, il a pris cette couronne de feuilles de laurier cette fois-ci, tout comme on utilisait aussi du temps des Césars pour avoir le couronnement des champions. Et il faut savoir que les képis, vous le verrez quand il y aura la prochaine revue du 14 juillet, les képis de nos généraux, eh bien, ils sont bordés d'une rangée de feuilles de chêne brodées à la main avec des fils d'or. Et donc, ça relie nos armées à la force, à la force et à la tradition, en fait. Hein. Et les académiciens, c'est quoi? C'est les feuilles? Je sais pas, j'ai vu les feuilles, mais j'ai pas. Le costume. C'est l'olivier, non? Je ne sais pas, peut-être. Aussi. Alors, chaque année, donc les prêtres, ça je l'ai connu quand même, ils allumaient le feu nouveau à partir de 2 bouts de bois de chêne, et puis les gens du village venaient chercher ce feu, puis le ramenaient chez eux pour avoir la prospérité toute l'année. Le chêne est attaché à la justice. Hein. Pendant très longtemps dans les provinces, les plaideurs venaient demander donc au chêne, on se réunissait sous le chêne, il y avait une convention qui était comment dire, convenue, et on regardait dans quel sens les feuilles tombaient. Et selon la convention qui avait été décidée, si on avait dit c'est oui avec pile ou c'est non avec face, et bien selon ce qui tombait, eh bien, le verdict était rendu. Et personne n'aurait trouvé à redire au jugement du chêne. Alors ça se faisait, il faut savoir, au moment de septembre, octobre. Hein, c'était les mois de la justice. Hein, c'est ça, Patricia? Les mois de la justice, c'était septembre, octobre. Hein? Oui. Ouais. Il faut savoir aussi que les chênes, ils détenaient le même pouvoir que les abbayes. C'est-à-dire que si quelqu'un était poursuivi au Moyen-Âge, hein, et puis qu'il demandait l'asile à un chêne, en fait, il demandait la protection d'un chêne, personne n'y touchait. On n'aurait pas osé attaquer quelqu'un qui avait demandé l'aide de l'arbre. Ouais. Tout comme, oui. Et donc, ça nous paraît peut-être absolument incroyable à l'heure actuelle, mais c'était l'époque où, eh bien, on respectait encore ces choses-là, et on savait que de toute façon, si la personne était coupable, il serait puni, et donc, voilà, on respectait la règle. Hein. C'était le droit d'asile. L'histoire ne le dit pas. Mais c'est beau parce qu'en fait, je crois qu'il nous est resté encore, quand on joue à chat perché ou arbre touché, tu sais, quand on était gamin, on touchait l'arbre et puis on n'avait plus le droit de nous toucher. Ça, c'est une réminiscence de ces pratiques qui étaient en vigueur, hein, il n'y a pas de problème. Donc, pour les vertus thérapeutiques, on faisait des bains aux enfants qui étaient faibles et rachitiques, hein, dans lesquels on mettait de l'écorce de chêne. Et puis, en mélangeant cette écorce avec de la camomille romaine et de la gentiane en part égale, eh bien, on obtient un remède de la fièvre, contre la fièvre, que l'on connaissait jadis sous le nom de quinquina français. Hein? Voilà, c'est à base de chêne. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les recettes, seulement. Oui, c'est Saint-Louis qui rendait la justice, oui, tout à fait. Pour les affections du foie, un truc qui va plaire aux messieurs, on met à macérer une bonne poignée de gland concassé dans 1 litre de vin blanc pendant 1 semaine. On filtre, on sucre avec du miel et on prend un petit verre à apéritif avant chaque repas. Sympa. Alors c'est également bon pour les angines, les maux de gorge, alors je ne vous dis pas, on a de quoi se régaler. Les glands sont comestibles. Jadis, on les consommait, on en faisait des purées. Il ne faut pas oublier que ça a sauvé ça et les châtaignes, ça a sauvé de la famine pas mal de personnes. Donc, ils sont également très, très nutritifs. Très, très nutritifs. On peut les conserver un petit peu aussi comme les olives dans de la saumure. Donc le gland avait un fort pouvoir, il a un fort pouvoir de fécondité. Hein. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'on parle du gland, du symbole du membre viril de l'homme. Pendant la guerre, on faisait torréfier les glands et on faisait du café avec. Alors on pourrait parler du gui qui est très très rare et très précieux aussi.
Ça, c'était très important. Bon, il était vraiment récolté avec tout le cérémonial qu'il fallait. Il ne devait pas toucher la terre, sinon la terre aurait repris les principes de la plante. Il avait été porté par les oiseaux, donc il devait rester avec les forces du ciel. C'est pour ça que l'on le récoltait dans une étoffe. Et s'il tombait à côté, c'était un mauvais présage. Le tabac amérindien aussi, il ne doit pas Oui, toucher la pas terre. toucher la terre, ah oui, sinon... Et on découpait aussi des amulettes dans le gui, et elles devaient être portées par les malades et renouvelées au moins 6 fois. Hein. Et ça marche. Tu dis Gitchen, ouais. On trouve plus. Ouais. Ben oui, il est réservé, celui qui existe, il est réservé pour l'industrie pharmaceutique. Le hêtre, alors le hêtre dont on a parlé tout à l'heure et qui nous permet de nettoyer le corps de tout ce qui peut être donc stress et tout ça, il enlève l'eau. Hein. Il faut y venir à son pied tous les jours pendant au moins 7 jours et toujours à la même heure. Hein. Et il va nettoyer tout le corps de tout ce qui est excédent de liquide. Hein. Donc il décharge de toutes les pollutions, il renvoie tout à la terre. Et quand tu dis qu'il enlève l'eau, il agit aussi par exemple sur la cellulite. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout le monde va courir sur... On va parler un petit peu du saule, hein, le saule qui était très... La pêche, j'étais à côté du sujet. Le saule qui était très important aussi. Ils n'avaient que ça pour remédier aux rages de dents et aux maux de tête. Et, hein, ils avaient vu les animaux qui écorchaient les saules. C'est dans le fameux saule qu'il y a l'acide salicylique, l'aspirine. Donc ils mâchaient jadis l'écorce de saule pour se soigner. Hein. Les chatons enlèvent l'angoisse et l'insomnie. L'érable, alors l'érable c'est un arbre un peu exotique, mais j'en parle parce que l'érable champêtre, il a une propriété, il reste chaud même l'hiver, le tronc reste chaud, et donc il est très bon pour la déprime. Le bouleau, donc lui il est caractérisé par un flux vraiment énorme de sève, un flux de sève qui est assez considérable, et là encore, eh bien, ça enlève les cristallisations, ça nettoie l'organisme. Hein. Alors, la légende dit que c'était la nuit de la Pentecôte qu'il fallait aller boire la sève de bouleau, la liqueur de bouleau. Hein. Et Saint Nicolas, qui en tient un morceau dans sa main, eh ben, c'est pas pour châtier les vilains petits enfants, mais c'est pour donner la fertilité aux jeunes couples. Voilà. Je voulais savoir la vérité sur le Père Noël. Ouais. Je sais pas combien. On peut coucher un rhumatisant sur un lit de feuilles de bouleau bien chauffé. Hein. Il sera soulagé instantanément. Ça chasse les toxines, ça purifie le sang. Qu'est-ce qu'on peut dire du boulot? Je vous donnerai quelques petites recettes gris-gris pour savoir si par exemple on est envoûté, il y a des trucs avec le boulot. Oui, on met 7 branches de bouleau au pied de son lit dans un vase sans eau. Et si les feuilles le lendemain sont normalement tombantes, bon, mais non sèches, il n'y a pas de problème. Et si les feuilles sont bien sèches, eh bien alors c'est qu'il y a un problème de négativité dans l'air. Mais vous savez que vous pouvez faire pareil avec du charbon de bois. Alors, pour savoir si vous avez un problème dans la maison, vous prenez du charbon de bois, un morceau, un bol plein d'eau, hein, et puis vous allez mettre un bol plein d'eau avec un charbon de bois dans toutes les pièces. Et puis vous allez voir s'il y a une pièce dans votre maison qui a un problème de négativité ou de disharmonie. C'est le premier qui va couler qui va vous le dire. Hein, et vous pouvez faire pareil donc sous votre lit. Si vous sentez que vous êtes agressé, pas bien placé, ou qu'il y a des choses qui sont négatives autour de vous, pour le vérifier, donc c'est dans les 3-4 jours. Hein. Si ça coule au fond, bon, il y a un petit problème, donc vous changez de lit de place, ou vous aérez bien, vous brûlez de l'encens, enfin vous nettoyez. Le noisetier, donc on fait d'excellentes baguettes de sourcier dans le noisetier. Hein. On peut s'en servir donc comme d'une merveilleuse antenne. Alors il faut savoir qu'il faut couper quand même la branche avec une lame en argent. Là aussi, c'est quelque chose à respecter, qui ne servirait qu'à ça. Et à 5 heures du matin. Voilà. Et à 5 heures du matin. Je rajoute 5 heures du Et en matin. pleine nuit. Et en pleine nuit. Et à Capic de oui, Oui, aussi. Oui, aussi. On peut le faire. on peut. Donc le tilleul, vous savez quelles sont ses vertus. Hein. C'était souvent donc l'arbre, il aime beaucoup avec le sureau vivre dans la communauté de l'homme, et c'était souvent l'arbre de la commune, c'était souvent l'arbre de la famille. Donc vous connaissez
Vous connaissez les vertus donc de ces fleurs qui sont calmantes. Alors attention parce que le tilleul, pour qu'il ait des vertus calmantes, ne doit pas être bu trop chaud et trop fort. Hein. Faites-le léger et tiède. Sinon, il va faire le contraire. Il va être excitant et à 3h du matin, vous n'aurez qu'une envie, bouger. Ah oui, ça, il va le faire complètement contraire. Donc tiède et léger, pour qu'il soit calmant. On va parler du buis, puis je terminerai sur le sapin de Noël. Hein. D'accord ? Alors le buis qui est toujours vert a le pouvoir de nous protéger contre les maléfices. C'est pas pour rien qu'on s'en sert du jour des rameaux. Hein. Ils l'ont bien vu. À tel point qu'au Moyen-Âge, on entourait les jardins des herbes médicinales avec des petites haies de buis, afin qu'aucun maléfice n'attaque la vertu des herbes. Et si vous voyez beaucoup dans les parcs des châteaux des petites haies de buis, c'est pas pour faire joli, hein, c'est parce que les rois ils se protégeaient. Hein. Voilà. Et dans les couvents, les rois dessous, les petits jardins. Oui, toujours. Le buis est très 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 puissant pour protéger. Alors on va terminer sur le beau sapin de Noël, hein, parce que ça, il faut savoir que c'est un arbre talisman, en quelque sorte. Hein. Donc il faut savoir que c'est un arbre cosmique aussi, et que le sapin de Noël, il doit être regardé dans le noir le plus complet. C'est toute la nature, quand on le construit, qu'on le fait, qui se met en quelque sorte en demeure d'être la plus effacée possible. C'est le jour le plus noir de l'année. C'est là où la lumière est la plus basse. C'est justement pour que l'on puisse rentrer dans le cosmique et la dimension cosmique de la vie. Donc, c'est le symbole de la vie aussi qui triomphe de la mort, hein, puisque c'est la verdure de la vie dans l'hiver. Hein. Donc à son fait, vous avez l'étoile, c'est l'étoile du berger. Hein. Quand vous mettez la guirlande, dites-vous que vous mettez la voie lactée. Les bougies, ce sont les étoiles, hein, comme notre soleil, les étoiles, hein, les feux encore, les étoiles en feu. Les boules, c'est pas pour rien que sont dessinés des méandres dessus, c'est un petit peu comme la planète Mars. Vous avez des dessins sur les planètes, hein, comme la Terre, Mars, etc. Et les cadeaux empaquetés, surtout empaquetés, ça c'est très important parce que les cadeaux, ce sont les grâces qui sont accordées après une année de travail. Donc, pour avoir ces cadeaux, il faut qu'ils soient bien emballés et enrubannés avec un nœud. Il faut défaire les nœuds de son esprit pour pouvoir accéder aux grâces. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Et je vous remercie. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.